Bienvenue à tous, merci de vous rendre disponible pour cet événement de conférence en live du coup avec Anthony Santiago, anciennement analyste vidéo au sein de l'Olympique de Marseille et actuellement technical coordinateur à la FIFA, on en parlera un petit peu après. Et Kevin du coup, responsable pédagogique chez Formation Football et également analyste à Dunkerque. Donc, bienvenue les amis, merci de vous rendre dispo en tout cas pour notre webinaire. J'attends un petit peu que tout le monde puisse se rendre dispo. On a déjà 55 personnes sur notre espace. On va attendre un petit peu avant de lancer tout ça. Bienvenue à tous. Merci. Je vois qu'il y a déjà pas mal de messages. Merci à toutes les personnes présentes de vous rendre disponibles. En préambule, donc l'objectif de cette conférence, ce sera d'évoquer donc les parcours de Kevin et d'Anthony, qui nous font encore une fois le plaisir d'être là avec nous. Et donc d'expliquer un petit peu, d'évoquer l'intérêt de la synergie entre les métiers de recruteur et d'analyste vidéo. Donc concrètement, des métiers qui sont de plus en plus professionnalisés, de plus en plus recherchés maintenant dans le monde du football. Et donc voilà, un partage d'expérience, une discussion, j'en doute pas, très intéressante autour de ces thématiques-là, avec des invités qui partageront leur vécu. Bonjour à tous. Je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc bonjour, merci Il y a des noms qu'on connaît. Il y a quelques noms qu'on connaît effectivement, et des personnes qui se rendent disponibles, qui sont déjà adhérents chez nous au sein de Formation Football. Donc bienvenue à tous, et entendu bienvenue aussi à toutes les personnes qui ne nous connaissent pas forcément encore aussi. C'est une éventualité, hein, que tout le monde ne soit pas forcément au courant de qui nous sommes. J'attends à nouveau un petit peu qu'on puisse être un nombre important. On est déjà 60, donc merci à tous d'être à l'heure. Hein. 19h02, on est parfait. J'attends encore 1 ou 2 minutes. Et puis on pourra se lancer. En petite discussion informelle, comment allez-vous les amis, Kevin, Anthony, tout va bien de votre côté? Ouais, écoute, ça va très bien. Comme Anthony là, en direct du sud de la France, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le live qui était dans les Hauts-de-France, donc on lui passe le bonjour aussi. Et oui, ça va super. Je pense que ça va être une discussion super intéressante. J'ai hâte qu'on puisse attaquer, peut-être donner le programme aussi juste ensuite, et puis ça sera pas mal. Complètement, tout à fait. Anthony, du coup, Kevin a encore monopolisé un peu la parole, tout va bien? Non, il n'y a pas de problème. Non, ça va très bien aussi. Dans le sud, comme Kevin en ce moment, du côté de Marseille. Là, il pleut en ce moment, mais bon, on est pas mal à Marseille, je vais pas dire le contraire. Et très heureux d'être avec vous, en tout cas pour partager un peu toute cette expérience et parler football comme d'habitude. Exactement, plaisir partagé Anthony, on sait que tu as un emploi du temps un peu chargé, mais en tout cas voilà, merci à nous de te rendre dispo. C'est vrai que c'est un peu paradoxal que vous soyez dans le sud et qu'il fasse pas beau. Nous on a la chance à Paris d'avoir le soleil, donc on restera sur place, on sera mieux, hein. On repassera pour le sud, on est d'accord. Pour redonner effectivement un petit peu les thématiques et le programme de la formation de la conférence de ce soir, on va aborder alors peut-être un petit peu pêle-mêle, mais on s'est détaché plusieurs points importants. Donc, en premier point, on va évoquer bien sûr le parcours d'Anthony, qui explique un petit peu les expériences qu'il a pu avoir et comment il en est arrivé notamment à travailler au sein de l'Olympique de Marseille en tant qu'analyste vidéo. On fera exactement la même chose pour Kevin, qui nous expliquera un petit peu son rôle actuel, déjà au sein de Formation Football et aussi en tant qu'analyste de la performance à Dunkerque. Après, du coup, donc ça, ce sera mélangé, je pense, en 1 ou 2 points. Présentation aussi du poste d'analyste vidéo. C'est important qu'on puisse recentrer les bases et qu'on sache exactement de quoi on parle et qu'on soit tous cadrés de la même manière. Également, l'idée, c'est la thématique principale, du moins c'est comme ça que ça a été présenté de cette conférence, de présenter l'alchimie, la synergie entre les métiers de recruteur et d'analyste vidéo. Donc encore une fois, on aura 2 personnes totalement qualifiées en la personne de Kevin et d'Anthony pour nous évoquer ces points-là. Et puis, donc petit passage aussi sur l'expérience actuelle d'Anthony du coup au sein de la FIFA, qui nous expliquera un petit peu en détail ce qu'il peut réaliser comme tâche actuellement. Et puis on passera aussi sur un point qui est très important et qui est un peu le nerf de la guerre de notre organisme Formation Football, la professionnalisation dans le monde du football. Et donc l'idée, ce sera d'expliquer un petit peu, de faire un petit point sur les points forts et les points à ne pas aussi évoquer sur un CV lorsqu'on postule au sein d'une structure professionnelle, hein, c'est important. Donc que mettre sur un CV et que ne pas mettre aussi, hein, des choses qu'il faut éviter. Et puis bien sûr, on terminera par les questions. On va d'abord dérouler un petit peu ce programme-là pour terminer par les questions. Donc je vous invite, si possible, pour toutes les personnes présentes et qui souhaitent échanger avec nous via le chat, à garder vos questions. Et puis on évoquera tout ça en fin de conférence. Ça vous va les amis? C'est une bonne présentation.
Et On peut y aller. Nickel. Du coup, on peut se lancer effectivement. Donc, on commence par toi, Anthony, si ça te va. L'idée, ce serait que tu puisses nous expliquer un petit peu où tu en es actuellement, brièvement, puisqu'on y reviendra un petit peu après, et comment tu es arrivé à travailler, à te professionnaliser finalement dans le monde du foot. Exact. Bah, là, en ce moment, je travaille pour la FIFA, comme tu l'as dit précédemment. Je gère donc la partie française du FIFA Training Center, une bibliothèque de connaissances gratuite et accessible pour tout le monde. Donc, je vous invite à tous aller jeter un œil. Il y a de tout pour de l'analyse, pour des coachs, pour des directeurs techniques, il y a un peu de tout. Et voilà, donc avant ça, j'ai eu un parcours un peu qu'on peut dire d'atypique, pas du tout dans les clous par rapport à l'analyse vidéo. J'ai commencé à Nice, dans une société qui s'appelait Prozone, à Nisco, Stats aussi, qui a été une boîte américaine qui a repris un peu tout ça. Et grâce à un ami à moi qui s'appelait Steve Carlin, j'ai pu intégrer cette entreprise pour débuter dans l'analyse vidéo. On faisait un peu tout ce qui était de la stats live sur plusieurs championnats, Ligue 1, championnat du Danemark, Qatar, un peu des championnats exotiques aussi. Et voilà, ça m'a permis de payer mes études. J'ai fait des études dans le journalisme sportif à Nice. Je suis originaire au départ des Alpes de Haute-Provence, pour ceux qui connaissent, 04 entre Manosque et Digne-les-Bains. Et puis j'ai terminé ma licence et j'ai eu l'opportunité de rentrer en stage à l'Olympique de Marseille, dans le pôle média, à l'OMTV à l'époque, en 2016. Donc en arrivant, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de nombreuses personnes qui m'ont beaucoup aidé tout au long de mon parcours. J'ai l'avantage aussi de parler espagnol couramment et ça m'a beaucoup aidé plus tard aussi dans le métier d'analyse. On en parlera sûrement avec Kevin et toi, Etienne. Et voilà, donc j'ai terminé ensuite mon stage et je suis passé en auto-entrepreneur, en prestataire de services pour eux. J'avais passé déjà 2 ans et demi à Misco Prozone dans l'analyse. Ça m'avait donné envie de rester dans ce travail-là d'analyse vidéo qui était, je vais pas dire en plein essor parce que c'était déjà bien développé en 2016, mais c'était dans les prémices, on va dire, de professionnalisation, si on peut dire ça. Et derrière, je me suis formé pendant 2 ans sur plusieurs logiciels comme Hudl Sports Code que vous devez connaître, Y-Scout, Instat précédemment qui existait, etc., etc. Et en 2019, j'ai pu laisser mon CV à Christophe Dumandel, qui est toujours à l'Olympique de Marseille, qui était coordinateur scout à l'époque au club, qui a transmis ce CV-là en Donizo Bizarreta. Et j'ai eu un entretien avec le staff de André Villas-Boas et son staff, Sam Dorin notamment, son entraîneur adjoint en charge de la vidéo. Et ça s'est très bien passé. Et 2 jours après, ils m'ont appelé pour les rejoindre et pour partir en pré-saison en Angleterre, au Centre national de l'équipe d'Angleterre pour la pré-saison 2019, saison 2019-2020. Et voilà mon arrivée à l'Olympique de Marseille en tant qu'analyste. Et ensuite, j'ai eu le reste. C'est là où, on va dire, mon histoire a débuté. Ouais, c'est super, c'est un parcours un peu, on va dire, atypique, si on peut le dire ainsi, parce que t'es pas passé par un diplôme comme il en existe en France actuellement dans plusieurs villes, mais t'as vraiment fait ta place toi-même et ta propre expérience avec un peu de culot aussi, de ce que j'entends, hein, en postulant un petit peu de ton côté avec des candidatures spontanées. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un peu ton cas, Kevin, je crois aussi, en termes de parcours atypique, si on peut l'entendre comme ça. T'as un peu le même profil. Bah c'est encore un autre parcours, mais oui, c'est parcours atypique parce que j'étais pas du tout issu du monde du football. Pour le coup, j'étais même plus dans les études au moment où j'ai décidé vraiment de me lancer et j'ai commencé à parler de football un peu moi sur les réseaux sociaux. Tu vois, donc j'avais eu envie aussi par le passé de faire du journalisme d'ailleurs, mais après j'ai cette idée-là. Et puis j'ai commencé à parler de football sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et à me créer un réseau, ce qui a été très très important puisque j'ai rencontré ensuite, et d'ailleurs je pense qu'on pourra reparler du réseau, on en parle souvent au sein de la formation, mais j'ai rencontré Enzo Djebali qui était à l'époque recruteur au Stade de Reims, et qui a ensuite cofondé Formation Football justement. Et donc, j'ai commencé à me former au métier de recruteur dans un premier temps, à celui d'analyste évidemment, et c'est pour ça que ça va être intéressant, je pense aussi avec Anthony, qu'on discute de ces 2 métiers-là qui ont des synergies assez importantes. Et puis voilà, de fil en aiguille, formation football, et puis Dunkerque depuis le mois de mars.
depuis l'arrivée de Mathieu Chabert au club, où j'ai la chance de faire de l'analyse de la performance avec l'équipe en nationale, tout simplement. Donc aussi un parcours assez atypique, en effet. J'ai pas passé de diplôme en particulier, j'ai pas eu un parcours universitaire, etc. Et ça marche plutôt bien avec Dunkerque. Hein, depuis la période où tu es arrivé, les résultats sont quand même sympas. Ça marche plutôt bien et ce que fait le coach aussi est très très intéressant. Donc c'est passionnant pour moi évidemment sur une vraie première expérience de tomber dans ce contexte-là. On est sur 9 victoires sur les 11 matchs depuis l'arrivée. Demain, il y a le dernier match de la saison et au bout, il peut y avoir une montée en Ligue 2. Donc c'est clair que on peut difficilement faire mieux pour moi pour une première expérience. Ouais, tu m'étonnes. Moi, c'est super. Merci en tout cas les amis pour le partage d'expérience. C'est sympa parce que vous venez entre guillemets de très loin un peu du même milieu où voilà vous êtes formé un peu par vous-même, mais vous avez quand même des parcours différents. Donc ça, c'est sûr que c'est important de l'entendre. Hein. On a souvent cette question nous sur toutes les personnes qu'on peut avoir quotidiennement sur une formation football, qui nous demandent un petit peu le profil qu'il faut avoir, les qualités qu'il faut avoir. Et c'est vrai que il y a quand même une dose de motivation qui est importante. Je pense que vous me confirmerez tous les deux que la motivation fait quand même pour beaucoup ainsi que la formation. Hein, la montée en compétences, forcément. Je pense que au-delà de la motivation, Anthony pourra le dire, c'est la passion. Je pense que si on n'est pas passionné de football et qu'on n'a pas envie de le comprendre, c'est déjà rédhibitoire. Donc c'est vraiment la passion, motivation, c'est important. Exactement. Ouais, les compromis aussi un peu et les sacrifices, parce que maintenant que tu es avec une équipe, que tu suis une équipe, on va dire hebdomadairement, journalièrement, c'est prenant en fait. On travaille que pour ça. Donc c'est vrai que ça peut être des fois difficile pour les proches quand on analyse vidéo, parce qu'on est vraiment pris par le football. Ça a une place principale. Donc ouais, c'est beaucoup de sacrifices et compromis aussi à avoir en tête. C'est sûr. Ouais, complètement. Justement, Anthony, toi, en termes de charge de travail, si je puis dire, ça te représentait quelque chose de vraiment conséquent? C'était du 7 sur 7, du combien par jour en termes d'horaire? Tu saurais te dire un petit peu ou... Alors ouais, niveau horaire, au début c'était un peu compliqué. Enfin, tout le long je suis resté 3 saisons donc à l'OM et c'était au niveau professionnel très intense. Bien sûr. C'était quasiment du 7 sur 7. Il fallait trouver des moments de repos. J'arrivais à en trouver parce que c'était obligatoire, sinon on ne tient pas, aussi mentalement. Mais sinon, oui, ça reste toujours dans la tête, les nouvelles échéances, les nouvelles équipes à analyser, etc., les nouveaux joueurs. Donc, c'est un travail qui est omniprésent en fait au quotidien. Donc, il faut beaucoup d'engagement pour pouvoir faire ce travail-là, c'est certain. Ça rejoint la passion qu'évoquait Kevin. Donc, si on n'est pas passionné, je pense qu'avoir ce rythme de travail-là, c'est sûr que c'est plus compliqué. On est bien d'accord. Merci du coup encore une fois pour votre présentation. Vous vouliez évoquer, on a parlé en off tous les trois, d'un point qui est très important dans l'analyse vidéo qui s'appelle le codage live. Alors, est-ce que un de vous deux, là je vous laisse le choix de voir qui de vous deux, voudrait expliquer déjà à tout le monde qu'est-ce que le codage live et en donner un petit peu plus. Je pense que c'est intéressant si Anthony nous parle de son expérience, justement, parce que c'est par là que tu as commencé. Donc peut-être pouvoir expliquer un peu aux gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec ça, ton expérience par rapport à ça. Non, tu as raison. Au départ, comme on en a parlé en off, c'était le début, le codage live. En fait, j'ai commencé par ça. C'était regarder les matchs en direct. On était en paire en deux, quoi. Un qui regardait en live et un qui était sur image arrêtée. Et c'était avec une fenêtre donc, de codification, comme tous les analystes utilisent maintenant, taguer des events, donc avoir des events importants sur le match, sur la position du joueur, de quel pied il a réalisé la passe, etc. Donc c'est vrai que j'ai commencé par rapport à ça et je suis rentré grâce à ça dans l'analyse vidéo, on va dire. Maintenant, le rôle d'analyste est beaucoup plus large, mais c'est vrai qu'avant, ça prenait une grande place le codage live et l'event aussi pour pouvoir couper en direct les matchs et avoir ses stats en direct aussi. C'est un travail assez minutieux en plus. Ça prend du temps, etc. de faire. Exactement, ouais, ça prend beaucoup de temps. Déjà de créer on va dire une fenêtre de codification. À Prozone, la fenêtre était déjà créée, mais après, bien sûr, pour les clubs, il fallait créer ces fenêtres de codification. Et après, oui, ça prenait pas mal de temps à la création, avec aussi les principes de jeu de l'entraîneur. À l'OM, on a eu 2 fenêtres différentes quand il y avait Villas-Boas et quand il y avait Jorge Sampaoli. C'était par rapport à ça. Mais c'est surtout pour se donner du temps, couper en live, avoir des retours rapides. C'est ça surtout le mieux. Ok. D'accord.
Top. Et du coup, ce codage live, c'est aussi ce que tu faisais au sein de l'Olympique de Marseille. Tu avais aussi ce rôle-là ou c'était un petit peu différent? Exactement. En jour de match, si tu veux, on était souvent en hauteur en tant qu'analyse vidéo pour avoir une vue globale du jeu. Et on avait du codage live pour faire pour extraire des vidéos aussi en live et des données sur le banc de touche. Mhm. Bon, à Marseille, on avait aussi Huddle Replay sur le banc de touche directement qui avait, grâce à la fenêtre de codification, il y avait déjà donc les événements. Je vois qu'il y a une question, c'est quoi l'event? C'est des événements du match. Donc les événements arrivaient directement sur la tablette pour les coachs qui pouvaient regarder ça. Et également à la mi-temps, revenir à la mi-temps, avoir avec l'ordinateur déjà tous les événements sur une timeline, donc sur une chronologie, si on peut dire ça, Mhm. chronologie en français, de tous les événements pour qu'on puisse revoir, par exemple, nos tirs, nos situations de centre, nos situations dans le dernier tiers offensif, etc., etc. Donc c'est un peu sur ça, mais oui, à l'Olympique de Marseille, on faisait ça sur chaque rencontre. Ça m'est même arrivé de faire ça sur des entraînements. Ok. Du codage live sur entraînement, ça m'est même arrivé avec André Villas-Boas. Mais ouais, donc c'était un peu varié. Et qu'est-ce qu'il avait comme objectif, ce codage live à l'entraînement, justement? Est-ce que c'était le même principe qu'en match ou il y avait quelque chose qui différait? Ouais, on avait sur des événements, ouais, quelquefois sur des événements tactiques en entraînement. Et aussi, les joueurs sont tous des compétiteurs. Donc, il y avait des fois des discussions sur des hors-jeux, soi-disant, Ok. etc. Ouais. Donc, on faisait des retours en direct par rapport à ça. Donc, c'était un peu plus sur, on va dire, du plaisir aussi sur le codage live à l'entraînement que sur des retours. On avait aussi des retours live entraînement Mhm. avec ce codage précis, mais c'était aussi pour du plaisir et du chambrage entre joueurs. Ouais, bien sûr. Ouais, on s'en doute bien. Kevin, tu travailles aussi en codage live, du coup, toi, avec Dunkerque, là, actuellement, ou tu travailles de manière un petit peu différente? C'est un peu différent parce que, alors là, à Dunkerque, ce qui se passe, c'est que on est deux analystes et il y a deux rôles assez distincts. Et il y a un analyste qui, lui, va s'occuper de ça et s'occuper de l'observation de l'adversaire. Moi, je vais travailler a posteriori, donc après le match, sur des retours vidéo sur la performance de l'équipe. Donc par rapport au projet de jeu établi par le coach, par rapport à ce qui a été travaillé à l'entraînement la semaine. Après le match, simplement, le but, c'est de reprendre tous les événements du match, donc que ce soit avec ballon, sans ballon, sur les transitions, alors les coups de pied arrêtés, même si ça, c'est plutôt un coach adjoint qui s'en occupe, et de faire un retour collectif avec bien sûr un œil individuel, et c'est là aussi où l'œil du recruteur rentre en jeu, bien sûr, pour voir un peu évidemment ce qu'on a bien fait, ce qu'on peut améliorer, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, etc. Ok, super. Ouais, c'est alors, il y a de compétences similaires, on va dire, de manière de travailler différente, même si forcément il y a des points communs, bien entendu, mais c'est intéressant de voir que un analyste vidéo à l'Olympique de Marseille, à Dunkerque ou dans d'autres clubs professionnels n'auront pas forcément la même fonction, n'auront pas forcément les mêmes les mêmes tâches quotidiennes, j'ai envie de dire. Justement pour que vous puissiez un petit peu développer peut-être Anthony, toi quand tu as travaillé du coup déjà pour resituer aussi la période où tu étais à l'OM, qu'est-ce que tu faisais exactement là-bas sur toute la période où tu as été à l'OM? Qu'est-ce que tu as été amené à travailler, avec qui, en contact de qui, etc. Si tu peux nous faire un petit topo pour que tout le monde comprenne bien. Bien sûr. Non, bah, je suis arrivé du coup en 2016, comme j'avais dit, au pôle média, jusqu'en 2019. Après, j'ai travaillé en tant que prestataire de service à mon compte pour les médias, mais aussi pour la captation de matchs de National 2 à l'époque et de matchs de jeunes aussi du club pour l'analyse vidéo et aussi les résumés de matchs. À l'époque, il y avait notamment Boubacar Camara, Maxime Lopez qui jouaient avec la National 2, donc c'était les prémices de ces joueurs-là avec le maillot olympien au très haut niveau. Et ensuite, en 2019, là, j'ai eu un contrat fixe avec eux jusqu'en juillet 2022, donc sur 3 saisons entières, où je suis passé donc du stade d'André Villas-Boas à comment dire une période un peu de transition avec Monsieur Nasser Larguet, une très très bonne personne, et ensuite avec Jorge Sampaoli également. Donc j'ai eu un peu des positions variées durant mon passage en tant qu'analyste. Avec André Villas-Boas, j'étais seul, avec donc l'entraîneur adjoint vidéo Sam Dorin. Donc on était deux à travailler vraiment sur la vidéo, mais il y avait personne d'autre dans le club. Donc c'était beaucoup de travail. Je gérais beaucoup sur notamment les coups de pied arrêtés dans cette période-là, beaucoup de coups de pied arrêtés, de vidéos individuelles aussi pour notamment les gardiens sur les forces offensives adverses. On donnait ces vidéos-là notamment à Steve Mandanda, Yoann Pelé chaque semaine sur les adversaires. Donc beaucoup
beaucoup de choses variées, on va dire, avec André Villas-Boas. On n'avait pas encore de caméra automatique non plus au club, donc on filmait aussi les entraînements et aussi la captation d'entraînement. Donc, ouais, plusieurs aspects un peu variés. Aussi sur les relations entre les staffs et les joueurs par rapport à la langue. Voilà. Bon, il y avait par exemple Ricardo Carvalho qui était avec nous aussi, qui parlait très bien français. En général, le staff de Villas-Boas parlait français. Donc, par rapport à ça, ça allait. Mais ouais, c'était un peu, on va dire, beaucoup de tâches diverses. Un couteau suisse presque finalement. Pas mal d'éléments à ta charge et d'où le rythme de travail que tu nous évoquais tout à l'heure. Ouais, Exactement. Ça doit être un peu compliqué, mais bon, encore une fois, on en revient sur la passion. Et du coup, je suppose que tu as des éléments pour tous ceux qui nous écoutent à évoquer, des points, alors on va dire précis sur les tâches, encore une fois précises, sous Villas-Boas ou sous Sampaoli, peu importe, hein, encore une fois, mais vraiment pour que tout le monde comprenne bien. Alors, j'ai pas envie de dire une semaine type d'un analyste vidéo, parce que je suppose que ça n'existe pas, ça doit être différent d'une semaine à une autre. Mais voilà, si tu peux nous ressortir les points principaux, si tu veux, des tâches que doivent maîtriser finalement l'analyste vidéo. J'ai envie de dire, s'il y avait un mot, ce serait l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter à chaque situation. Chaque semaine est différente, comme tu l'as dit, mais il y a quand même des bases solides sur l'analyse d'un adversaire. On va rien inventer, ça va rester la même tout au long d'une saison, hein, avec, comme disait Kevin, le sans ballon, avec ballon, l'organisation offensive, l'organisation défensive adverse, comment nous aussi on va s'organiser offensivement, comment on va s'organiser défensivement par rapport au point fort adverse. Donc c'est vraiment une analyse, on va dire, globale de l'équipe qui va s'affiner au cours de la semaine. À Marseille, on essayait tout le temps d'avoir une semaine d'avance sur chaque rencontre, histoire de pas être pris par le temps. Donc c'est vrai qu'avec Villas-Boas, on avait toujours une semaine d'avance, donc j'étais tout seul, mais c'est vrai qu'avec Sampaoli, il y a eu 2 autres analystes qui m'ont rejoint, Romain Audièvre et Maxime Verlinde, qui étaient exceptionnels et d'une aide plus que précieuse pour tout ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, une analyse, on va dire, globale de l'adversaire au niveau du jeu, une analyse globale au niveau des coups de pied arrêtés, et on avait aussi une analyse individuelle par joueur. Donc c'était énormément de matériel. Je pense pas que peut-être pour la suite de ma carrière, on fera peut-être autant de matériel, je ne ferai pas autant de contenu parce que c'était vraiment énorme. C'était aussi une demande du coach de Jorge Sampaoli à ce moment-là, mais la demande était énorme. On était 3 à temps plein à travailler sur ça parce qu'il y avait aussi des retours vidéo avec les joueurs en session individuelle, collective. Donc voilà, c'était des retours collectifs journaliers avec Sampaoli par exemple. Donc on avait une vidéo tous les jours à sortir. En plus avec aussi l'animation à faire parce que l'analyse vidéo aussi anime les vidéos. Par exemple, SportsCode a sorti un logiciel l'année dernière qui s'appelle Studio, qui est très utile pour les téléstrations, pour animer les vidéos, pour rendre ça un peu plus joli et plus, j'ai envie de dire, digérable pour les joueurs au niveau de l'analyse. Mais oui, voilà, analyse de l'équipe, des forces en présence au niveau collectif, individuel, coup de pied arrêté, et ensuite les entraînements aussi. J'assistais aux entraînements sous Sampaoli notamment sur le terrain pour tout ce qui était la traduction, les relations entre le joueur, staff et tout. Donc c'était vraiment prenant, c'était hyper passionnant. J'ai pu apprendre comme jamais. C'était une formation accélérée, on va dire, d'adjoint vidéo, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, il y a un peu de tout au niveau de l'analyse. Il y a l'analyse vidéo du club et l'analyse vidéo aussi de staff. Moi, j'étais analyse vidéo club, intégré au staff aussi, donc c'était voilà, c'est 2 choses totalement différentes. Ouais. C'est bien, pardon, je enchaîne, Étienne, mais c'est bien ce que tu dis parce que ça fait aussi écho à une discussion qu'on a eue dans Formation Football avec Maxime Flamand, qui était l'analyse vidéo de Montpellier, sous Dalloglio, qui l'a suivi dans tous ses clubs, et qui explique bien qu'il faut faire la différence entre l'analyse vidéo et le monteur vidéo. Et que certains, je ne sais pas si tu peux aussi donner ton impression là-dessus. Je pense que tu vas être d'accord et les différences que tu fais, mais c'est vraiment important de comprendre que l'analyse, c'est pas seulement un monteur. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, Maxime, c'est une très très bonne personne et il a beaucoup d'expérience sur ce thème-là, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le monteur vidéo, si vous voulez, on peut prendre n'importe qui dans la rue et lui faire monter une vidéo. Ça, c'est pas tellement compliqué. Mais l'analyste doit être là pour mener son œil peut-être,
rester bien sûr à sa place dans les vidéos parce qu'on n'est pas des techniciens comme Jorge Sampaoli ou André Villas-Boas, bien entendu, mais être là quand même intégré. J'ai eu la chance avec ces coachs internationaux d'avoir pu être intégré dans toute cette création d'idées, dans les réunions aussi techniques, etc. Donc ça, c'était vraiment hyper important. Il y a des coachs qui ne travaillent pas comme ça. Il y a des coachs français qui ne travaillent pas comme ça, qui prennent les analyses vidéo pour des monteurs. C'est une réalité. J'en connais quelques-uns. Mais vraiment, voilà, pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment essayer de se focaliser, d'avoir un œil un peu plus expert, d'être curieux, de regarder des matchs, de regarder des séquences, de poser des questions aussi, de ne pas avoir peur de poser des questions. Moi, j'ai posé des milliers de questions aux coachs et aux entraîneurs adjoints avec qui j'étais. J'ai eu des discussions hyper longues avec notamment Ricardo Carvalho, avec qui j'ai pris un plaisir de parler football parce que on apprend tous les jours. Et voilà, de vraiment de ne pas juste être un monteur et de couper des séquences et de donner ça au coach. Voilà. Il y aura des moments où, bien sûr, il faudra faire ça dans votre carrière au tout début, sûrement. Mais voilà, la finalité, c'est un peu plus d'être un expert, en fait, d'avoir une expertise par rapport à ça. Ouais, ça amène vraiment deux compétences majeures qui se détachent, on va dire, hein. Il y a vraiment l'aspect montage et l'aspect analyse à l'œil, finalement analyse tactique derrière. Et tu disais, voilà, en fonction des clubs, ça varie. Il y a plusieurs visions, on va dire, de l'analyse vidéo, peut-être un peu réductrice, peut-être, effectivement, si on le considère uniquement comme un monteur, pour reprendre tes termes. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est quand même en train de se professionnaliser, parce que en off, tu nous disais que la cellule vidéo de l'OM s'est montée assez tard, 2016, il me semble que tu nous disais, c'est ça? Ouais, 2019 même, avec l'arrivée 2019, de Sam Dorin. Sam Dorin a, on va dire, lancé l'idée de professionnaliser ça au club avec l'arrivée de cette cellule vidéo. On a accueilli donc Romain Audièvre cette saison-là, où on s'est qualifié en Ligue des Champions, qui est maintenant responsable de l'analyse vidéo à Amiens. Donc on l'a accueilli et c'est là où ça a été vraiment créé. On a recruté des analyses vidéo aussi au centre de formation. Donc, on a pu avoir des échanges aussi, de l'aide, des échanges entre analystes. C'est hyper important tout le temps d'échanger des idées, d'échanger des visions, parce que des fois, en ayant la tête vissée sur quelque chose, c'est bon d'avoir des visions extérieures aussi par rapport à ça. Et ensuite aussi Maxime Verlaine. On était vraiment trois au niveau professionnel, donc ça s'est vraiment créé. On en parlera au niveau du recrutement, mais Maxime qui est aujourd'hui recruteur pour Auxerre et responsable de l'analyse vidéo du recrutement à Auxerre. Donc, par rapport au lien au recrutement, on reviendra par rapport à ça. Mais ouais. Bon, après, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes vraiment compétentes et qui sont devenues maintenant des amis, que ce soit dans les staffs professionnels ou avec Romain et Maxime que j'ai eu la chance de travailler avec eux. Donc, oui, voilà, beaucoup de choses au niveau de l'analyse à dire. Ouais, forcément, ça reste un métier, encore une fois, qu'on disait pas passionnant, où il faut savoir se donner les moyens de pouvoir arriver à ses fins. La transition est parfaite avec ton ami qui travaille à Auxerre. Effectivement, l'idée globale de ce webinaire, c'était global, mais pas que, hein, bien entendu, d'échanger sur l'importance et le lien qui devient de plus en plus important, même s'il l'est déjà, entre le métier de recruteur et d'analyste vidéo. Je sais que Kevin, tu as un parcours qui est un petit peu lié à ça aussi, avec ces deux aspects-là. Si tu peux nous faire un petit topo selon toi sur justement quel est le lien réel entre les deux et ton avis concrètement là-dessus, quoi. Au-delà d'un lien, je ne sais pas si on peut se projeter à ce point, mais je dirais même que dans le futur, je pense que le recruteur et l'analyste, ça pourra être pratiquement la même personne. Il aura les deux compétences. Alors les deux, il y a de multiples compétences des deux côtés, mais il aura toutes ces compétences-là parce que de toute façon, finalement, et tout à l'heure, Anthony, tu le disais, quand tu étais à Marseille, tu faisais de l'analyse collective, mais également individuelle. Et un recruteur, quand il va observer des joueurs pour un club, il fait aussi les deux, parce qu'il regarde comment une équipe joue, parce qu'il faut qu'il sache si tel joueur connaît déjà un système de jeu, je grossis le trait, mais pour savoir comment il va pouvoir s'intégrer dans tel club ou pas. Donc en fait, il y a les deux métiers se rejoignent, et moi, pour mettre à la base formé côté recruteur et pour maintenant plutôt faire de l'analyse, tu vois, au début, sur mes premiers rendus vidéo, j'avais même tendance à trop faire d'individuel. Et c'est là où c'est Anthony qui dit que c'est important de poser des questions. Les conseils de Mathieu Chabert, le coach de Dunkerque, sont très précieux parce que c'est lui qui m'a expliqué, il m'a dit, OK,
essaye de voir plus large dans le collectif parce que individuellement, ok, c'est intéressant, mais ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus l'aspect collectif, notre projet de jeu, nos circuits, etc. Et moi, tu vois, j'avais encore un peu ce réflexe-là côté recruteur. Donc, j'ai adapté. Mais en tout cas, c'est des compétences qui me servent au quotidien, c'est une certitude. Et je pense que ça va être, c'est pareil pour Anthony, et il peut nous faire son retour, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me sert. Non, mais tu as, ouais, t'as très bien résumé. T'as très bien résumé. Par rapport à ça, par exemple, avec Sampaoli, on faisait des vidéos de culture. C'était sur notre culture de jeu. Donc, on avait notre culture de jeu offensive, notre culture de jeu défensive. Et grâce à ces vidéos de culture, que ce soit sur nos sorties de balles, notre attaque placée ou notre défense sur transition, on pouvait aussi cibler des joueurs, des profils de joueurs, grâce à cette culture-là. Donc, en fait, ces vidéos de culture football servent ensuite à cibler des joueurs précis. Parce que vous le savez même mieux que moi que la data a une place énorme maintenant au niveau du football et du recrutement. Mais la data doit toujours être liée d'une vidéo et aussi d'un ressenti terrain, je pense. C'est mon avis. Une data seule, on ne peut pas lire une data simplement seule, sans vidéo, sans. Je pense que Kevin aura le même avis que moi. Je pense que la data, moi personnellement, par exemple, si je l'utilise, je vais l'utiliser après l'aspect visuel, ou alors, si je l'ai utilisé avant, quoi qu'il en soit, il faut que je puisse voir ce qui se passe pour soit confirmer, soit infirmer. Mais il y a très souvent des différences d'interprétation avec ce qu'on voit à la data et puis ce qu'on va observer. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Exactement. Non, ouais, c'est pour ça, par rapport à l'individualisation sur le recrutement, c'est hyper important aussi. Par exemple, ben, Kevin, toi qui es directement en lien avec le coach, de savoir son projet de jeu, quels sont ses principes pour pouvoir cibler des joueurs qui peuvent rentrer. Tu parlais notamment de est-ce que tel joueur, tu as dit, je grossis le trait, est-ce que tel joueur peut rentrer dans le système? Mais c'est réellement ça, en fait. Oui, C'est oui. réellement ça. Ouais. C'est, voilà. Est-ce que ce joueur a déjà joué dans une défense à 3 ou pas? Est-ce que, voilà, c'est vraiment le recrutement va aussi totalement sur ça, donc tu as totalement raison. Ouais, ce qui est important à mettre en avant aussi, c'est alors oui, il y a un lien, comme on le dit. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, déjà nous trois, et je pense que tout le monde aussi qui nous écoute est assez d'accord là-dessus. Faut pas négliger non plus l'importance de monter en compétence sur les deux sujets. Je ne suis pas certain, et arrêtez-moi parce que c'est vous les experts hein, si je me trompe, mais par exemple Kevin, toi qui là actuellement est plutôt analyste vidéo hein, dans tes tâches quotidiennes, est-ce que tu pourrais te dire demain je vais postuler en tant que recruteur dans un club de niveau national, Ligue 2, Ligue 1, ça peu importe, mais est-ce que tu penses que tu serais, on va dire, légitime avec ton parcours pour te dire je suis recruteur tout simplement? En fait, si on prend la question à l'inverse, la question, je me la suis posée, est-ce que je suis légitime au moment où il y a eu la proposition de Mathieu Chabert et Dunkerque? Okay. Parce que moi, je m'étais plutôt destiné initialement, comme je le disais, au côté recruteur. J'ai fini par la force des choses parce qu'au final, je me suis rendu compte aussi que ça me plaisait énormément à commencer à travailler du côté analyse vidéo. Et c'est cette opportunité-là qui s'est présentée. Et je ne savais pas si j'étais légitime à ce moment-là parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait encore. Mais je me suis dit, OK, on tente de toute façon. Il n'y a rien à perdre. Moi, je vais poser des questions. Si ça se passe pas bien, ça se terminera. Si ça se passe bien, ben, tant mieux. Et ça pourra déboucher sur autre chose peut-être. Donc, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et du coup, dans le sens inverse, la réponse est pas évidente. C'est si dans le futur, on me proposait plutôt côté recrutement, j'irai aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît foncièrement. Et je pense que on en revient au même, les compétences se relient et je pense qu'il ne faut pas se fermer à l'un ou à l'autre tant qu'on a la possibilité de le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais c'est comme ça que je vois les choses. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que le métier est très flexible. C'est-à-dire que, par exemple, Kevin peut être analyse vidéo de Dunkerque, mais peut-être passer dans un an ou deux recruteur pour, comme tu l'as dit, Étienne, d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou même de National, peu importe. D'ailleurs, que vous parlez de ça, quand Jorge Sampaoli était à Séville, il nous a invités à visiter le club là récemment avant que son aventure se termine, donc en mars de cette année. Et en arrivant au club, le club possède 10 analystes de recrutement, simplement de recrutement. Okay. Ils en ont 4 donc avec l'équipe pro, plus 10 qui ne travaillent exclusivement qu'avec le recrutement. Donc c'est énorme. Moi, quand je suis arrivé et que avec Jorge et le staff,
on nous a expliqué tout ça, j'ai un peu halluciné parce que 10, j'ai trouvé ça énorme. Donc voilà, ils s'échangent les championnats, ils regardent, donc voilà, ils ont une connaissance de chaque joueur au niveau mondial qui est plutôt énorme. Mais voilà, c'est pour ça que le futur du recrutement passe par l'analyse. J'en suis en tout cas convaincu. Et un analyste peut devenir recruteur et un recruteur peut devenir analyste aussi sans aucun problème dans un staff, je pense. Ouais, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est question de passion et de travail ensuite. Oui. Parce que si on a envie de pouvoir développer des compétences, je pense qu'on peut les développer. Et il y a énormément, toi ça a été le cas et moi c'était le cas aussi, il y a toujours quelqu'un dans ce milieu-là pour nous permettre de développer ses compétences, pour répondre aux questions, pour tendre une main, etc. Donc c'est vraiment, je pense que si on veut le faire, on peut et il faut le faire. Et du coup, pour rebondir sur ton passage là à Séville, Anthony, quand tu allais voir Sampaoli, tu estimes qu'on est à combien de temps de retard de ça en France? Alors c'est difficile à quantifier, je me doute bien, mais on le dit souvent, nous aussi, quand on le présente, ce type de poste-là, que ce soit l'analyse vidéo, le recrutement d'ailleurs, on est à peu près sur la même tendance. On est quand même globalement en retard en France, du moins on a ce ressenti-là. Tu as l'impression qu'on a quoi, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans de retard par rapport à ces pays-là? Ouais, non, là, tu touches un point, oui, parce que je pense qu'on a du retard. Bon, au niveau du recrutement sur l'analyse, ça, oui, ça c'est certain. En France, on a du retard par rapport à ça, parce que les clubs espagnols sont plus organisés que nous, ça c'est certain. Mais même au niveau de l'analyse, il n'y a pas très longtemps, là, cette année est arrivé le plan large avec la société Pixelot sur la Ligue 1, ce qui n'était pas en place les saisons d'avant. Alors que la Liga utilise Mediacoche depuis de nombreuses années. Avec des plans larges de qualité pour chaque club. Et oui, voilà, il y avait un peu de retard par rapport à ça. Je pense que quand même en France, on va réussir à rattraper ce retard parce qu'il y a des personnes hyper compétentes dans chaque club. Voilà, j'ai pu collaborer avec plusieurs analystes de nombreux clubs comme Anthony Sbika ou Maxime Bouffot, peut-être que vous devez connaître. Il y a énormément de personnes compétentes. Mais c'est peut-être aux instances aussi de pousser un peu ce métier-là, peut-être je sais pas, la fédération, peut-être aussi de pousser, de mettre en avant, peut-être avec des diplômes aussi, avoir une certification d'analyse vidéo au niveau de la fédération, quelque chose comme ça. Mais oui, on a du retard sur l'analyse au niveau mondial, je pense un peu. Ouais, on est assez d'accord, et même par rapport au recrutement aussi, on le voit, il y a un diplôme, ça n'existe pas en France. Pour ça aussi que des structures comme la nôtre, Formation Football, existent, qu'il y a en tout cas, on a cette envie de professionnaliser les personnes qui souhaitent monter en compétence dans le football. Et malheureusement, c'est vrai que la Fédé, alors l'idée c'est pas de leur taper sur les doigts, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a un manque, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas dispensé. C'est vrai que on a souvent cette question de ouais, mais je cherche le diplôme de recruteur, mais malheureusement ça n'existe pas. Donc on va essayer de rattraper ce retard, on espère en faire partie en tout cas. Du coup, toi au sein de l'Olympique de Marseille, Anthony, tu as pu collaborer, t'en parles un petit peu, hein, mais si tu as deux, trois infos en plus, directement avec la cellule de recrutement, tu as pu travailler avec eux, alors soit en faisant partie de la cellule, soit en qualité d'analyste, bosser avec eux? Ouais, alors en qualité d'analyste, oui, pas directement avec la cellule, on avait aussi la cellule qui proposait des noms au coach et au coach adjoint. Notamment quand Jorge Sampaoli est arrivé. On a fait énormément d'analyses. Il est arrivé en mars, on a terminé la saison, on s'est qualifié pour l'Europa League. Après, on a continué sur la saison d'après. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu de vacances avec même mes collègues analystes. On a analysé tonnes de joueurs pendant la trêve, en fait. On a analysé tonnes de joueurs. Et ce qui était très drôle, c'est que Sampaoli nous a fait très vite confiance à son arrivée. Il nous a donné des listes de joueurs que lui avait vus au Brésil, parce qu'il venait de Mineiro à cette époque-là. Donc, pour qu'on ait un œil sur les joueurs que lui avait vus pour pouvoir discuter. Et nous-mêmes, il nous a demandé des listes, en plus que la cellule de recrutement a donné. Nous-mêmes, on a créé des listes avec les analyses sur des joueurs français qui jouent en Europe, etc., pour lui donner. Ensuite, on a créé des vidéos et des réunions tout le temps sur ces profils-là. Pour être un peu plus clair, ouais, par exemple, il nous avait donné des noms comme Gerson et Luan Pérez que le club a recruté plus tard. Donc, il nous les a donnés à regarder. En étant totalement honnête, je ne connaissais pas Luan Pérez ni Gerson à ce moment-là, parce qu'en étant focus sur la Ligue 1 énormément et bon, sur les Coupes d'Europe, c'est très dur de trouver du temps pour regarder aussi les championnats très loin comme le Brésil. C'est vraiment dur. Au niveau horaire, déjà, c'est compliqué de regarder en live, mais c'est encore très dur de regarder, rentrer à la maison et se dire je vais regarder un match du Brésil alors qu'on vient de regarder
7 ou 8 heures de match, des fois, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, c'était super par rapport à ça. Donc moi j'avais adoré Gerson et bien entendu Juan Pérez. Bon, les joueurs sont arrivés et nous, comme exemple, on a pu donner aussi la cellule des noms comme Matteo Guendouzi ou William Saliba qui jouait donc à l'OGC Nice, qui était prêté à l'OGC Nice à ce moment-là. Et Jorge les a directement appréciés, quoi. Il les a aimés. On a eu la chance qu'ils nous rejoignent l'été pour faire cette saison-là. Donc oui, on était un peu, voilà, c'est vraiment, comment dire, énormément de tâches, énormément de responsabilités aussi, parce que c'est pas rien quand un coach comme Sampaoli demande des informations, des listes. On va dire, il faut pas trop se rater par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Mais non, voilà, c'était vraiment formateur, une super expérience. Et oui, on était en collaboration avec le recrutement aussi. Je pense qu'au-delà même du fait de il ne faut pas trop se rater, ce qu'on répète aussi avec Formation Football aux gens qui sont côté recruteurs, c'est qu'au-delà de ça, le recruteur il doit pouvoir se projeter et donner un avis, mais l'argumenter. Et à un moment donné, il aura quand même, parce que tout le monde, là, je pense, ce droit à l'erreur. Par contre, il faut qu'à un moment donné, il n'y ait pas de demi-mesure et de je ne sais pas, de peut-être. Il faut que si on arrive avec un travail, il soit OK. Je pense ça parce que ça. Après, les idées se confrontent. Mais c'est vraiment important de pouvoir donner son point de vue. Et pour en revenir à ce qu'on disait, je pense que là, Étienne, c'est la preuve parfaite que les deux métiers sont complètement liés. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Désolé, Tiens, totalement avec ce que tu dis, Kevin. Et comme je l'ai dit avant aussi, c'est de garder en tête aussi le projet de jeu du coach, quoi. D'avoir toujours en tête pour le recrutement. On peut donner l'exemple, par exemple, de Tudor cette année à l'Olympique de Marseille, qui n'a pas utilisé Gerson, qui est pour moi un joueur exceptionnel, mais qui ne rentrait pas dans son projet de jeu d'attaque directe et de jeu direct constant et de marquage individuel. Donc, c'est aussi savoir, OK, comment le coach veut jouer, qu'est-ce qu'on fait. Donc, après, c'est une question de club, de coach aussi, au niveau du recrutement. Donc, il y a une logique énorme à avoir par rapport à ça. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'analystes, on est là pour analyser. Et après, c'est vrai que au niveau des dirigeants et du recrutement, c'est une autre logique à avoir au niveau du club. Il y a autre chose aussi. Ouais, c'est sûr que c'est une autre dynamique, une autre manière de penser. Ouais, ok, super. Et vous êtes passé, alors ça c'est peut-être des choses que tu peux pas évoquer, mais passé à côté de certains joueurs que toi tu aurais pu présenter, par exemple à Sampaoli, qui t'a dit non, ça m'intéresse pas, et maintenant on les voit, je sais pas, en Ligue des Champions ou dans d'autres championnats, dans d'autres clubs. C'est pas pour dénigrer ton travail, Anthony, attention, hein, c'est. Oui, vous savez déjà quand on fait des listes, il y a énormément de noms. Bon, bien sûr, impossible de recruter tous les joueurs. Il y a déjà un effectif en place. Il faut pouvoir recruter 2-3 joueurs qui peuvent s'intégrer à cet effectif et créer une osmose aussi dans le groupe. Mais oui, il y a eu beaucoup de joueurs. Il y a eu, par exemple, avec Jorge Sampaoli, un joueur qu'il a actuellement, donc je peux en parler, c'est Gabriel Gadigol, qui est à Flamengo, qui était aussi dans la liste par rapport à ça, qui nous avait dit de regarder aussi. Donc oui, il y a eu quelques joueurs comme ça. Ça ne s'est pas fait. C'est question le marché aussi des transferts qui n'est pas hyper facile tout le temps. Mais oui, il y a eu quelques noms qu'on n'a pas pu faire, mais des noms super intéressants aussi. Je ne pourrais pas tout dire ici, mais oui. Non, bien sûr, c'est logique. L'idée, c'est pas de te mettre en porte-à-faux. Bien sûr, c'est pas l'idée du tout. Tu pourras dire pour rebasculer un petit peu sur ton expérience actuelle que cette expérience, je parle proprement de l'expérience d'analyste vidéo, est-ce qu'elle t'a servi pour accéder au poste auquel tu es actuellement et est-ce qu'elle te sert maintenant encore aussi? Alors oui, constamment. Là, j'ai plus un poste de consultant, on va dire, pour la FIFA, de consultant et je gère la partie française du training centre. Donc, je suis un peu plus en dehors de l'analyse vidéo quotidienne, on va dire. J'en fais un peu moins, ce qui m'empêche pas de regarder beaucoup de matchs, et notamment le championnat brésilien maintenant que Sampaoli est là-bas. En gros, toute cette expérience à l'Olympique de Marseille et aujourd'hui à la FIFA m'a apporté un réseau aussi. Comme il disait Kevin, le réseau est hyper important. Mais j'ai envie de dire, dans ces milieux-là de football de haut niveau, le plus simple, c'est de rester soi-même, de ne pas jouer un rôle, de rester soi-même jusqu'au bout, de garder ses convictions et ses valeurs. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que mes collègues ont fait aussi avec moi. Donc, garder les valeurs et les convictions, et ça vous mènera le plus haut possible, j'ai envie de dire, de garder confiance en vous et d'y croire, comme l'a dit Kevin aussi. Il faut y croire, garder cette passion-là
Et tout est possible. Moi, je pense que tout est possible dans ce monde-là. Voilà, maintenant, j'ai un réseau de confiance parce qu'aussi, j'ai prouvé avec mon travail que je pouvais être de confiance. C'est pas un secret, mais les coachs peuvent appeler à des horaires plutôt farfelus, des fois. Il m'est arrivé que Sampaoli m'appelait à minuit et demi, 1h du matin, des fois, pour poser des questions sur un match qui était en cours ou quelque chose comme ça, alors qu'on se voyait le lendemain à 7h du matin. Voilà, c'était. Voilà, niveau familial, c'est des fois compliqué. Alors, ça, je crois, je te coupe 30 secondes, mais je crois qu'un des derniers messages que j'ai reçu du coach était à 6h45. Donc, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que Sampaoli qui est comme ça, alors. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il n'y a pas trop d'horaires. Au niveau, là, c'est voilà, au niveau de l'analyse, voilà, si on pourrait dire quelque chose, c'est ne pensez pas qu'il y aura des horaires de bureau en tant qu'analyste. Ça n'existe pas. Le 9h, 17h, non. Ça n'existera pas. En tout cas, au haut niveau, et je pense aussi pour Kevin qui vient de dire qu'il a reçu le dernier message là. Mais... Donc, ouais, voilà. Je pense, voilà, rester soi-même, comme je l'ai dit, et voilà, ne pas trahir ses valeurs, c'est le plus important. Top, super. Du coup, pour en revenir un petit peu à, encore une fois, ton expérience actuelle, pardon, on a un peu digressé Ouais. du coup, mais Désolé. non, pas de problème. Du coup, l'analyse vidéo, à quoi ça t'a servi? Déjà, est-ce que ça t'a servi à arriver à ce que tu fais actuellement? Et si tu peux nous resituer exactement ce que tu fais actuellement pour ceux qui sont peut-être en cours de conférence. Et puis voilà, voir si ça te sert maintenant et comment t'en es arrivé là, tout simplement. Alors oui, ça me sert au quotidien et ça me servira aussi sur toute ma vie, cette expérience-là, ça c'est certain. Donc là, en ce moment, à la FIFA, on crée du contenu, donc je crée du contenu et on mène aussi des experts, entre guillemets, des experts du football pour créer des contenus, que ce soit pour les fédérations en développement. Vous pouvez jeter un œil au FIFA Training Center. Je suis parti à Clairefontaine en octobre suivre l'équipe U17 de Jean-Luc Vanucci. Donc on a fait une semaine où on a filmé tous les entraînements. Donc moi, c'est un grand mot manager, mais j'ai un peu géré l'organisation de cette semaine-là avec les équipes techniques de la FIFA, etc. Et on a du contenu vraiment très, très bon sur comment une équipe de France U17 gère une semaine de rassemblement. Donc, par exemple, ça, c'est disponible gratuitement sur le site et c'est accessible, par exemple, à des fédérations comme le Honduras ou peu importe, des fédérations en développement qui peuvent prendre comme idée cela. Donc, voilà. C'est un peu un travail de garder une bibliothèque de connaissances. Il y a aussi une bibliothèque d'analyse vidéo sur des points. Vous pouvez jeter un œil sur de l'analyse vidéo avec des animations. La FIFA se sert du logiciel Pierrot. Je ne sais pas si vous connaissez, un logiciel de téléstration. Bon, c'est un logiciel très très cher, mais bon, la FIFA l'utilise pour cela. Donc ouais, je fais ça. Et en dehors, je travaille aussi, on va dire, j'ai toujours mon œil d'analyste qui est là sur du recrutement. Je suis tout le temps en relation avec le staff de Sampaoli aussi. Aussi Ricardo Carvalho, qui est maintenant entraîneur adjoint au Portugal. Donc, lui en charge des défenseurs. Donc, on parle souvent des joueurs qu'il doit regarder chaque semaine. Donc, on est beaucoup en contact par rapport à ça. Donc, voilà. Là, on va dire que je suis dans un poste de transition en ce moment et j'attends plus ou moins de reprendre l'envie, soit de reprendre dans un club, soit de changer aussi, de passer recruteur, comme l'a dit Kevin, ou de faire autre chose. Donc, voilà. Je profite à la FIFA et je passe du bon temps en ce moment aussi dans mon travail. C'est le plus important. Donc, tu vis encore de ta passion, c'est vraiment Oui. ce qui est le moteur finalement. Non, exact, mais on a vraiment la chance de pouvoir travailler du football. J'ai des amis proches, des amis à moi qui ont des travails beaucoup plus compliqués, totalement différents, un peu plus de manœuvres en manutention. Et nous, on a cette chance-là, en fait, de regarder du football. Donc, c'est une chance aussi de travailler dans le football, de regarder du football et de travailler notre passion. Il n'y a pas énormément de monde dans le monde entier qui peut se targuer de travailler de sa passion. Donc, il faut en profiter un maximum. Ça peut aller très vite et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est un métier, on va dire, très volatile. Kevin pourra le dire aussi. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain avec un coach qui part, un coach qui reste, un staff qui part, un changement de direction. Donc, voilà, garder le meilleur chaque jour et avancer au jour le jour, c'est le plus important. Tu es d'accord avec ça, Kevin, de ce que je crois comprendre? Oui, bah c'est clair que de toute façon, pardon, j'ai un chat qui miaule à côté de moi en même temps. C'est clair que de toute façon, travailler sa passion, alors c'est pas vraiment travailler, c'est du travail, mais c'est
sensations différentes. Et c'est clair qu'il faut en profiter parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Anthony, ouais, bien sûr. Super. Et tu parlais, Anthony, du coup, pour reprendre ce que tu disais, de postes de transition, là, actuellement, à la FIFA, donc éventuellement, et sans à nouveau te mettre dans la panade ou quoi que ce soit sur ce que tu peux divulguer ou non, mais voilà, peut-être qu'à l'avenir, tu serais amené, ou au moins c'est ton envie, de rebasculer sur un club, sur un poste d'analyste ou de recruteur. Tu as des conseils, justement, c'est un des derniers points qu'on voulait évoquer, et je vous laisse aussi dans le chat poser toutes vos questions, parce qu'on va arriver sur la conclusion de ce webinaire, concernant le fait de postuler dans un club professionnel, un club de régional, de national. Est-ce que tu as des éléments à nous donner comme info de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, les red flags, comme on dit, voilà, tout ce qui est rédhibitoire aussi, tout ce qu'il faut éviter pour avoir une candidature crédible. On en avait parlé ensemble, ouais. Je me souviens en préparant ce webinaire d'ailleurs. Mais oui, on a reçu, que ce soit moi ou mes collègues aussi à l'OM, ont reçu beaucoup de CV, que ce soit sur LinkedIn, mais aussi directement sur nos mails professionnels. C'est surtout de rester clair sur le CV, ne pas en faire trop, j'ai envie de dire. Rester clair. Montrer aussi son expérience et surtout ce qu'on a dit à ne pas faire, hein, qu'on a discuté, c'est ne pas se vendre gratuitement. Ça, c'est, on va dire, à chaque fois que je recevais des CV et que la personne se vendait, oui, voilà, je peux venir même gratuitement pour travailler. Ça, c'est un peu compliqué. Je comprends la démarche, je comprends totalement, c'est l'envie de venir vraiment travailler dans ce métier-là et d'intégrer le football. Mais voilà, ne pas se vendre gratuitement parce que tout travail mérite salaire, ça on le sait. Et ça serait un peu comme, j'ai peut-être pas dénigré, peut-être le mot est fort, le métier d'analyste, mais le dévaluer du moins. le dévaluer, voilà, exactement, Ouais, c'est le bien bon sûr. mot, le dévaluer. Donc voilà, ne pas se vendre, bien sûr, en débutant, au niveau salaire, ça va pas être flamboyant. Au niveau des analystes, ça c'est certain. Les clubs jouent d'ailleurs de ça, et ça c'est pas un secret. Les clubs jouent de ça sur le début d'expérience des jeunes. Donc que ce soit en stage, que ce soit en contrat, j'ai envie de dire très peu payé au départ. Mais aussi c'est le nerf de la guerre aussi. Il faut faire ses preuves, je pense au début. J'en suis convaincu. Et voilà, ne pas se vendre gratuitement, rester simple, rester soi-même, comme je l'ai dit au départ, ne pas en faire trop. Ne pas aussi se mettre dans la peau, on parle d'analyse vidéo, hein, ne pas aussi se mettre trop dans la peau de coach. C'est totalement différent. Il y a des entraîneurs adjoints maintenant vidéo. Ça arrive de plus en plus, des entraîneurs adjoints qui gèrent la vidéo. Ça arrive aussi avec l'expérience, cela. Mais au tout départ, c'est vrai que, par exemple, si vous postulez pour un club professionnel, ou peu importe, c'est compliqué d'arriver en pensant révolutionner les idées de l'entraîneur. Ça va être très compliqué. Par exemple, moi, en arrivant avec André Villas-Boas, moi, je n'ai rien à apprendre au niveau technique de coaching à André Villas-Boas. Donc ça, il faut être quand même clair par rapport à cela, rester aussi les pieds sur terre. Et voilà. C'est toujours plus facile aussi de faire des analyses d'après-match que de faire des analyses d'avant-match. Ça, il faut aussi l'avoir en tête. On est là pour aussi réduire l'incertitude en fait de match en match. Et voilà, ne pas arriver d'une manière où moi aussi je suis coach et je vais vous apporter des connaissances de coach dans un staff. Parce que les équipes professionnelles, vous pouvez imaginer, mais j'imagine que même le staff de Mathieu Chabert ou Jorge Sampaoli ou André Villas-Boas n'ont pas tellement besoin d'une personne peut-être même comme moi pour une connaissance football. Voilà. Une connaissance technique. Je ne vais pas dire au coach, voilà, il faudrait mieux coacher comme ça. Ça, c'est impossible. Donc, tu peux leur dire, hein, après, c'est quel est le retour de bâton. C'est ça qui après, le risque de ne pas se faire embaucher, c'est ça. C'est ça, exactement. Je pense même que, en fait, au-delà de penser, ce qui est une erreur, tu l'as dit, qu'on va révolutionner les idées du coach et le projet du coach, ou de penser lui apprendre quoi que ce soit sur son métier, ce qui est encore plus présomptueux. Je pense que l'idéal, finalement, en fait, c'est de pouvoir travailler avec quelqu'un avec qui on partage ces idées-là. Parce que si, je grossis le trait absolument, mais si toi, personnellement, t'aimes le jeu vers l'avant, etc., et que tu as un coach qui est plutôt OK, on va défendre, et puis après, on verra, ça peut être compliqué, toi, en tant qu'analyste, de venir travailler sur ça parce que c'est pas quelque chose sur lequel tu vas prendre du plaisir.
Alors, ça peut arriver, bien entendu, hein, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir travailler au fur et à mesure avec des gens avec qui on a le même philosophie de jeu. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a certains coachs qui gardent les mêmes analyses de club en club. On a parlé de Exactement. Maxime Flamand tout à l'heure. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est avec Olivier Dalloglio. Parce qu'ils ont les mêmes idées. Ouais, non, mais c'est exact. C'est pour ça qu'après, avec l'expérience et les staffs et les adjoints avec qui on passe, on crée des liens. Et ces liens au niveau des idées de jeu, etc., restent. Et c'est vrai qu'il se peut que des adjoints deviennent entraîneurs premiers et vous prennent en tant qu'analyste de staff maintenant. Donc, ce qui est un poste différent, plus entraîneur vidéo, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais c'est sûr que suivre un entraîneur, c'est vraiment on va dire le must au niveau de l'analyse pour pouvoir rester avec des idées de jeu cohérentes avec soi-même, bien sûr. Et toi, Kevin. Ça, c'est le luxe. Ça, c'est le luxe. Hein. Ouais, bah oui. Ouais, ça, c'est du luxe. C'est une question de confiance, c'est sûr. Hein. Tu te dis que tu peux suivre quelqu'un constamment dans ses idées de jeu et travailler de main dans la main, c'est sûr que c'est royal, quoi. C'est royal. Exactement. Et Kevin, je voulais avoir ton avis aussi là-dessus en tant que responsable du coup pédagogique chez Formation Football sur l'aspect des CV, des fautes à ne pas faire et des choses à mettre en avant. Je suppose que tu as souvent aussi des échanges avec des personnes qui te posent ce type de questions-là. Je sais pas si tu as une réponse différente de celle d'Anthony ou des points apportés supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai une réponse différente parce que j'ai l'impression qu'Anthony a quand même abordé pas mal de choses. Il y a l'aspect ne pas se dévaluer d'un côté, il y a aussi l'aspect ne pas se vendre plus que ce qu'on est capable de faire de l'autre, parce que ça va vite se voir, sinon de toute façon. Pour donner mon exemple concret, par exemple, quand Mathieu m'a contacté, qu'on a discuté, qui m'a demandé est-ce que tu sais faire ça? Je lui ai dit, je ne sais pas si je sais faire ça. J'ai pris des compétences, mais le faire au quotidien, etc., c'est différent. Mais j'ai ces compétences-là que je peux mettre à profit pour essayer de faire ça. Après, il faut poser des questions, etc., mais il ne faut pas dire que tu sais utiliser un logiciel que tu n'as jamais touché. Parce que si tu arrives dans ce club-là et que malheureusement, ils utilisent ce logiciel, c'est compliqué. Ça ne va pas être marrant, tu vas pas passer un bon quart d'heure. Mais ça, c'est des trucs... alors, c'est des trucs qui semblent basiques, mais je pense, toi, tu as plus d'expérience que moi sur ces CV-là. Anthony, tu en as vu beaucoup plus. Je pense que c'est basique, mais qu'au final, tu as dû en voir des vertes et des pas mûres aussi à un moment donné un autre. Mais donc, c'est pour ça que c'est important de répéter tout ça, quoi. Donc, voilà, pas plus, cela dit, qu'Anthony. Bon, vous êtes raccord, les gars, c'est parfait. Vous partagez la même vision du foot. C'est beau entre sudistes, vous partagez la même vision du foot, ça c'est génial. C'est pas mal, ouais, génial. Toujours. On a fait un peu le tour, je pense, de tous les sujets qu'on voulait aborder. Je pense qu'on a été plutôt efficace. On voulait pas trop dépasser l'heure. On va passer aux questions. On a pas mal de petites questions qui sont tombées aussi. On en a sélectionné quelques-unes. Alors, je me repère en prendre une. Kevin, tu en avais sélectionné une. On en a répondu en partie. Anthony en a répondu en partie. Globalement, toi, Anthony, du coup, je vais te poser la question aussi, Kevin, si tu as un petit peu moins d'expérience dans le temps. Mais en termes de contrat, qu'est-ce que vous voyez en général? En termes de contrat, est-ce que c'est du CDD, est-ce que c'est du CDI, est-ce que c'est de l'alternance, est-ce que c'est du stage, est-ce que c'est de la vacation? Est-ce qu'il y a un schéma classique qui se détache ou pas du tout, ou ça va différer entre tous les clubs? Kevin, tu veux... Non, mais en fait, très rapidement, parce que tu auras encore une fois un peu plus d'expérience que moi à ce sujet, mais en fait, c'est un peu tout ça. Je pense que ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre du contexte parce que ça dépend aussi, d'ailleurs, si on parle d'analyse vidéo, si on attaque en tant qu'analyse vidéo, par exemple, avec une équipe première, ou si on passe par un centre de formation, en ce moment, et ça c'est complètement normal, mais énormément de clubs prennent des stagiaires pour les centres de formation qui sont en train de faire des études aussi. Il peut y avoir des contrats en prestation de service. Tu en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est ce que tu as fait au début, il me semble, Anthony. Exactement. Donc, je pense qu'il y a un peu tout. Je ne sais pas si tu as une réponse plus précise, mais je pense que c'est toutes les questions de contexte, d'expérience personnelle, etc. Exact. Non, je suis d'accord. Tout dépend des offres. Il peut y avoir des offres de stagiaires rémunérés ou non, parce que j'ai vu aussi dans le chat que ça parlait de stages non rémunérés. Ça, c'est possible aussi. Mais il faut toujours avoir en vision d'avoir quand même un contrat à la fin. Il faut toujours se projeter par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça peut commencer par des CDD au départ. Des CDD qui peuvent partir sur un CDI. Moi, mon cas a commencé par des CDD, enfin, prestation de service, comme je le dis, CDD et ensuite CDI. Et voilà. Mais il n'y a pas réellement de vérité parce qu'il y a des personnes qui préfèrent aussi rester dans notre entreprise et facturer
faire des factures, quoi, des prestations de À la service. C'est prestation. totalement Ouais, différent. c'est ça. À la prestation. C'est totalement différent, mais ouais, il y a un peu Ok. de tout. Nickel. J'en vois une que je trouve pertinente aussi, une question de Jean-François, qui nous demande, si, et ça peut parler à tout le monde, si le codage live, ça peut servir à changer de système au cours d'un match, directement. Est-ce que toi, du coup, à l'OM, si vous le faisiez du coup en plein match, est-ce que tu as eu ce retour-là en te disant j'ai eu un event, comme tu disais, Ouais. ça m'a amené à changer de système tactique derrière et avoir en plus derrière un résultat. Alors, changer de système tactique, non, en cours de match. Enfin, en cours de match, non, par rapport à un événement. Par contre, on était toujours en contact donc avec l'oreillette sur le banc. Il est arrivé qu'on voit des choses. Et après, c'est toujours le coach qui a le dernier mot, bien sûr. Pas l'analyste qui va dire au coach, il faudrait qu'on change passer en 3, 2, 5, peu importe. C'est totalement différent. Mais par contre, oui, on se sert de ces événements-là pour aussi, dans les retours mi-temps, si le coach a envie de faire un changement tactique, il va s'appuyer sur ces événements-là, bien sûr. Mais on s'en sert aussi en cours de match, ça arrive. Ou, ben, je peux donner, par exemple, non, peut-être donner un exemple, mais la saison dernière, je me souviens plus exactement sur quel match, mais on avait Cengiz Under qui aimait bien jouer côté droit, donc en tant qu'ailier droit. Et sur un match, on avait vu que le latéral droit adversaire avait du mal à l'opposé. Donc on a fait passer Cengiz Under côté gauche en première mi-temps, en cours de match, par rapport à cette vision-là qu'on a eue en haut, moi et l'entraîneur adjoint qui était à mes côtés aussi. Donc c'est arrivé sur des postes comme ça. Mais après, ça arrive en mi-temps aussi. Voilà, c'est. Okay. C'est globalement assez rare, de ce que je comprends. Ok. Ok. Il y a une question de Sylvain que je trouve pertinente aussi. Alors, il y a peut-être encore une fois pas de vérité absolue et pas forcément de schéma classique, mais combien de temps tu estimerais quand tu suis justement un joueur en vidéo dans le cadre du recrutement? Combien de temps ça prend? Combien de séquences tu as analysé de lui? Est-ce que tu saurais définir une jauge à peu près de cette charge de travail-là? Déjà, le cibler par rapport à la data aussi, ça peut être intéressant. Après, quand on a déjà ciblé le joueur, compter en heures, j'ai jamais compté en heures combien de temps m'a duré une analyse, mais en fait, c'est sur plusieurs analyses. En match, ouais, on peut regarder jusqu'à 4-5 matchs du joueur, avec aussi, en prenant des contextes différents, à l'extérieur, face à une équipe un peu plus forte au classement ou un peu plus forte dans le jeu, quand aussi ils ont la domination. Donc, vraiment prendre des contextes différents pour voir le joueur sous différents angles, on va dire. Okay. Donc ça prend, pour donner, je dirais peut-être 10 heures, quelque chose comme ça, 10 heures sur une analyse. Mais ensuite, il y a aussi la vidéo que le coach va regarder ou les adjoints. Eux-mêmes, ensuite, vont demander des détails. Donc, ça peut s'allonger. Et, bon, ça peut être beaucoup plus long. Mais ouais, je dirais 10 heures en moyenne. Ok. T'es d'accord, Kevin? Je sais pas si tu as eu l'occasion de travailler de cette manière-là, mais. Moi, c'est pour ça que je disais en match, parce que pour moi, je trouve, ça c'est très personnel et je pense que ça te changera en fonction des recruteurs, des coachs, des clubs, etc. Mais c'est vrai qu'en 5-6 matchs, en général, on a quand même une idée. Et la notion de contexte est très importante et on le rappelle pas mal de fois dans la formation. Et domicile extérieur, équipe mal classée, la météo, un match avec de l'adversité, ça peut être par rapport à par exemple des décisions arbitrales, on voit comment le joueur va réagir, etc. Donc je pense que 5-6 matchs c'est déjà pas mal. Et après il y a des clubs aussi qui font très souvent tourner les recruteurs, qui vont observer plusieurs fois le joueur, donc eux-mêmes 3-4 fois. Donc je ne sais pas s'il y a une vérité, mais c'est clair que ça demande quand même au minimum 5-6 matchs d'observation à la base. Après, il va y avoir des demandes spécifiques sur qu'est-ce qu'on doit regarder en particulier. Ce point-là, peut-être qu'il a déplu au coach ou au responsable de recrutement, donc il faudrait le creuser. Enfin, ouais, je pense qu'il y a pas mal de situations possibles. Ok, super. J'ai une autre question que je trouve pertinente, parce que ça rejoint un point qui est extrêmement important du métier d'analyste, qui est plutôt la partie montage. J'ai Romain qui nous demande quels sont les logiciels, si vous pouvez, bien sûr, nous détailler les logiciels les plus régulièrement utilisés dans le football professionnel. Et la seconde partie de sa question est quels sont les meilleurs à un prix plutôt abordable. Parce qu'on se doute bien que forcément les clubs pro, ils utilisent des logiciels qui ne sont pas forcément accessibles à tout particulier qui souhaite
de se lancer dans l'analyse vidéo. Donc, si vous pouvez un peu partager vos expériences aussi, vos ressorties sur les logiciels. J'ai vu. Bah non, je rigole parce que j'ai vu Anthony froncer du nez quand tu as posé la question du prix. Mais vas-y, Anthony, je te laisse y aller. Ouais, non, au niveau du prix, il y a énormément de différences, mais c'est vrai que les clubs pro travaillent beaucoup avec Sports Code, donc Eudel, la suite Eudel, c'est très très cher, très cher même. C'est avec ça que travaille aussi l'autre analyste à Dunkerque, notamment. Donc pour donner une idée, c'est l'exemple parfait. Hein. Voilà, ouais. Eudel Sports Code, on a Wisecout aussi qu'on se servait beaucoup par rapport au match et Instat aussi. Et au niveau des montages aussi, pour rendre ça un peu plus joli. Je me sers et on se servait aussi à l'OM de Final Cut Pro aussi pour mettre quelques titres, rendre ça un peu plus joli pour les réunions vidéo avec les joueurs, créer des animations un peu. Donc ouais, je dirais, moi, j'ai travaillé donc du coup avec Sports Code et après Final Cut Pro, Wisecout et tous ces trucs-là. Et moi, je pense aussi, et on travaille, les étudiants de la formation ont la possibilité de travailler avec ce logiciel-là. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a Guillaume Vague qui le dit dans le chat que Metrica est plutôt abordable. Et pour le coup, c'est vrai. Aussi. Metrica, c'est vrai que je crois qu'il y a une version qui a une quarantaine d'euros par mois. 48. Voilà, c'est ça précisément. Et qui permet quand même de faire des choses intéressantes. Alors, si tant est qu'on ait une véritable analyse et quelque chose à faire dessus, parce que sinon, ça ne servira à rien. Mais Metrica est plutôt intéressant. Après, dans les clubs, on part quand même sur des logiciels en général beaucoup plus complets, beaucoup plus chers aussi, etc. C'est pas forcément à la portée même de certains clubs de plus bas niveau, on va dire. Même de certains clubs de Ligue 2 et tout, c'est vraiment un investissement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Un investissement qui est nécessaire, hein, parce que finalement on voit quand même les retours que l'analyse vidéo peut apporter à la performance de chacun des clubs. Bien sûr. Ressent, donc ça, bien sûr. Après, chaque société propose comme il a dit Kevin, elle propose des abonnements différents suivant les besoins aussi. Donc, ouais, complètement. Et je reprends le point de Guillaume justement dans le chat qui me dit que Metrica est abordable. Nous, on a la chance du coup de travailler avec Metrica. Hein, enfin, on a un partenariat qu'on a mis en place avec eux pour le coup. Voilà, ça vous permet d'avoir des réductions grâce à Formation Football lorsque vous entrez en formation chez nous. Je crois que Kevin, tu travailles avec Metrica aussi de toute façon avec Dunkerque. Aussi, j'utilise Metrica aussi. Il y a Sportfun d'un côté, Metrica aussi de l'autre. Et c'est vrai que c'est plutôt. Alors, par exemple, si moi je devais faire, on en parlait tout à l'heure, si je devais faire tout l'aspect codage, etc., je n'utiliserais pas Metrica. Là, moi, j'ai des missions qui sont sur l'après-match, etc. Donc, un logiciel comme Metrica, c'est intéressant pour faire ce que je dois faire. Mais ça dépend, encore une fois, Même pour les animations, du coup, tu gères les animations et tout ça. Ouais, les animations, on peut gérer les animations live avec, et pas que de l'image arrêtée, évidemment, parce que on n'en a pas discuté, on n'en discutera pas très longtemps, mais c'est vrai que certains travaillent au début que sur l'image arrêtée et l'analyse vidéo, c'est quand même du réel, du live et des mouvements. Donc, c'est important de pouvoir travailler aussi sur des logiciels qui permettent d'analyser sur de la vidéo et pas sur de l'image arrêtée seulement. Exact. Complètement. On prend une dernière question, les amis, ça vous va? Ensuite, on va libérer tout le monde. Ça reprend le point du CV, l'un des derniers points qu'on a évoqué lors de nos échanges. Guillaume, à nouveau, qui nous pose la question. Pour savoir, quand tu candidates, quand tu envoies ton CV à une structure qui recherche un analyste vidéo ou non, en tant que candidature spontanée, est-ce que tu envoies tes analyses déjà montées directement dans ta candidature, ou est-ce que tu attends éventuellement de les transposer dans des échanges futurs une fois que ta candidature a passé le premier stade de recrutement? Est-ce que tu as vous avez des avis là-dessus, les gars? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus pertinent que l'autre? Alors, pour avoir reçu quelques CV, etc., ça me dérangeait pas tellement d'avoir une analyse, mais qu'elle soit bonne ou pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a des bonnes ou mauvaises, mais c'est normal qu'au début, il y ait quelques erreurs ou quelques trucs qui vont pas, mais c'est normal. Je trouve ça, ça montre aussi un peu la motivation et l'envie. Ça me dérange pas du tout de recevoir une vidéo. Bon, bien sûr, peut-être pas recevoir une vidéo de 45 minutes. Ça m'est arrivé de recevoir des vidéos de 45-50 minutes. Bien sûr, impossible à regarder, mais des vidéos courtes de, on va dire, entre 5-10 minutes, 5-10 minutes. Je pense que c'est pas une mauvaise idée d'inclure ça, un petit lien MyAirBridge ou peu importe avec le CV. Pour le coup, je suis assez d'accord. C'est bien. De toute façon, c'est une manière de mettre son travail en avant. Et au-delà de ça, de toute façon, la personne, enfin le recruteur, le responsable du recrutement, le coach, peu importe, en face de vous, il aura au moins une idée
un peu de ce que vous savez faire ou pas. Après, je pense que, tu vois, ça rejoint aussi ce qu'on disait au début. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et à un moment donné envoyer du travail gratuitement, constamment à la même personne. Euh, parce que on ne sait jamais sur qui on tombe non plus. Et il y a peut-être à un moment donné quelqu'un qui va profiter de ça et vous faire miroiter une possibilité de, et vous allez envoyer une analyse, deux analyses, trois analyses, etc. Et le travail va servir à quelqu'un, mais pas à vous finalement. Donc il y a un entre-deux à trouver, mais bien sûr, je pense que c'est intéressant, des vidéos plutôt courtes, parce que 50 minutes, je comprends totalement que tu ne le regardes pas forcément parce que tu n'as pas le temps. Oui, exactement. Tu n'as pas le temps, c'est même pas envie, c'est pas le temps à la base. Exact. Mais oui, je pense que ouais, c'est important de mettre un petit quelque chose. Ouais. Mais tu as raison sur le nombre de vidéos. De ne pas envoyer non plus 50 montages à la personne si elle demande de faire des montages gratuitement. Non. Faut... Oui, bien sûr. Ouais, au début, ça me paraît logique même quand on commence de le faire. Oui, bien sûr. Mais il y a un moment donné où il ne faut pas que ça pousse trop loin, quoi. Il faut savoir jauger et juger à quel moment c'est normal et voilà, et à quel moment ça devient problématique pour soi. Si je rajoute juste un dernier truc aussi par rapport au CV aussi, ce qui est important pour le football de haut niveau avec tout le monde, avec les gens avec qui j'ai travaillé, je pense qu'aussi maîtriser des langues étrangères, c'est hyper important. Donc minimum une, j'ai envie de dire, l'anglais ou l'espagnol, en plus du français, c'est hyper important parce que le football, c'est mondial, ça c'est certain. Donc voilà, juste emmener, pensez aussi d'emmener peut-être une petite touche, quelque chose de différent, qui va vous différencier d'un autre analyste et qui va vous ouvrir des portes. Voilà. J'ai eu cette expérience-là avec l'espagnol qui m'a permis de m'ouvrir les portes et de pouvoir discuter, échanger, apprendre. L'anglais aussi. Donc voilà, vraiment, voilà, je pense, je sais pas Kevin ce que tu en penses ou Étienne, mais voilà, vraiment, au niveau des langues, c'est important au très haut niveau. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on répète en général souvent aux analystes ou aux recruteurs qui arrivent vers la fin des formations et qui commencent à s'intéresser à la manière de postuler ensuite, donc tout ce qu'on vient d'aborder. Une des premières choses, une des questions qu'on leur pose aussi, c'est sur la langue étrangère, parce que c'est quand même important, sans forcément être complètement bilingue sur une langue, mais au moins pouvoir s'en sortir à l'étranger et connaître évidemment le vocabulaire football un minimum, quoi. Ça, en anglais ou en espagnol. Après, si vous avez une autre langue, j'en sais rien, hein, l'allemand qui peut vous permettre d'aller travailler en Allemagne, en Suisse, etc. Pourquoi pas, mais ouais, c'est vrai que c'est super important, voire même primordial. C'est difficile, je pense, de faire ça. Ouais, c'est sûr. Bah, tu t'en parlais, Anthony, aussi en début d'échange. Hein. C'est ce qui t'a aussi permis en partie d'avoir ce poste avec Villas-Boas, Sampaoli, c'est ta maîtrise de l'espagnol. Hein. Donc, c'est totalement ce que tu disais. Exactement. Donc, même au niveau des relations avec les joueurs, dans tous nos championnats, on a de plus en plus de joueurs étrangers, des joueurs sud-américains ou des joueurs qui parlent anglais, quoi, des anglophones. Donc, c'est hyper important aussi pour créer du lien avec les joueurs et les intégrer aussi. Parce que, voilà, c'est pas toujours facile quand on arrive dans un pays étranger et que personne ne parle la langue, c'est compliqué des fois. Top. Je prends juste la dernière question de François qui va me permettre de conclure cet échange, qui demande quelles sont les conditions pour intégrer une formation. Alors, c'est pas très compliqué, hein, c'est un peu en résumé ce qu'on a pu se dire. De la passion du football, déjà, ça c'est la première condition importante. La motivation, bien entendu. Et après, je me suis permis d'envoyer justement directement dans le chat la possibilité de prendre rendez-vous avec moi-même ou un de mes collègues conseillers en formation au sein de Formation Football pour qu'on puisse prendre le temps d'échanger avec vous, expliquer un peu plus en détail, parce qu'on a été quand même assez évasif sur le contenu même de nos formations, mais en tout cas on a pris le temps d'échanger sur les métiers en eux-mêmes et ça c'était important. Mais en tout cas n'hésitez pas, hein, je vous ai ajouté au sein du chat la possibilité de prendre rendez-vous dans nos calendriers. Merci les amis, en tout cas merci Kevin, merci Anthony pour votre temps, c'était je pense pour tout le monde et pour moi-même bien entendu très pertinent, très intéressant pour échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour conclure, si vous avez été complet, si vous avez évoqué tout ce que vous souhaitiez évoquer. Déjà, merci Anthony d'être venu avec nous aussi. C'était un plaisir de discuter football. C'est 1h15 qui est passée très très vite. Et non, le dernier mot, je pense que tu l'as dit de toute façon pour répondre à la question. Passion du football et envie, et ça fait déjà pas mal de choses ensuite.
On est d'accord. Merci en tout cas à tout le monde dans le chat d'avoir été présent. Merci de nous avoir suivis. À nouveau, je pense que vous recevrez un mail récapitulatif de cette conférence et pour vous remercier de nous avoir suivis. C'était à nouveau très intéressant. On espère se revoir bientôt. On espère pouvoir vous revoir prochainement sur un autre webinaire. Peut-être avec toi, Anthony. On ne sait pas si jamais tu veux revenir nous voir. En tout cas, tu es le bienvenu Non, avec avec plaisir. plaisir. Avec plaisir. Non, c'était vraiment, merci à vous, merci Étienne, merci Kevin. Et peut-être on se reverra bientôt. Quand je descends dans le sud, je te tiens au courant avec plaisir. Pas de problème. Merci beaucoup les amis. Passez une bonne soirée. Il est déjà 20h15. Et puis bonne continuation Anthony aussi du coup dans ton poste actuel. Et puis on essaie de se voir bientôt. Merci beaucoup. De rien. Salut Kevin. À À très vite. bientôt. Merci, Ciao, à ciao. bientôt. Merci.